Voilà, donc de retour après cette petite pause et puis le teaser Métatour pour tous ceux qui l'avaient pas vu. Donc on va reprendre le fil de cette entrevue. Donc voilà, on a, je pense, bien avancé là. Donc Oui. du coup, dans l'histoire là, on en est à la découverte en fait par Sophie de ce qui se passe vraiment, que les garçons aussi sont touchés. Ouais, ouais. Donc c'est beaucoup plus grave encore que ce qu'elle se croyait. Elle apprend Ouais. que le père aussi est impliqué, Voilà, qu'il ne s'agit ouais. pas seulement de l'ami du père, donc c'est bien ça. Oh, super. Et, Et là, on comprend le dessin. et voilà. Le premier dessin de Margot. Nous, on n'avait pas compris quand il y avait la montagne qui rentrait dans Margot. Ouais, ouais. On a cru qu'elle en voulait à son père, peut-être, de ne pas intervenu au moment du baiser. Mais en réalité, il était bien... Il était bien impliqué. Ah oui. Ouais. Ben, la montagne qui rentre, c'est le sexe qui rentre dans Margot. Hein. Ouais, C'est ça le ouais. symbole pour un pédopsychiatre. Enfin, ce qui nous a été expliqué. Hein. Alors donc là, on est en novembre 2008. On apprend donc que les garçons subissent depuis un an. Je veux dire, on est resté un an sans rien savoir. Mais s'ils n'avaient pas parlé, c'est parce qu'ils avaient eu des menaces. Et puis, donc la fois suivante, où on doit les avoir 15 jours plus tard, on veut qu'ils parlent un peu plus. Enfin, c'est difficile d'interroger les enfants, puis ils sont très petits. Ils tiennent pas en place, enfin bon, c'est pas facile. Donc là, on monte, Sophie et Jack vont faire intervenir le Père Noël. C'est-à-dire que, comme Noël est bientôt, ils font une lettre du Père Noël adressée aux enfants en disant, voilà, le Père Noël, il va vous apporter des jouets, etc. Mais il faut qu'ils sachent toute la vérité sur ce que vous avez, il faut que vous puissiez parler, que vous disiez toute la vérité. Alors Margot, elle écoute ça la fait un peu rire, et puis voilà, donc ça permet, parfois ils veulent se taire, mais parfois ils ont envie de parler, parce qu'elle, Père Noël, ils y croient vraiment. Et donc, alors là, voilà. On apprend que c'est pas seulement les 3 enfants, mais c'est plein d'autres enfants, avec d'autres adultes, et que tout se passe le mercredi, le samedi et le dimanche. Alors, on apprend que tous les adultes sont nus, les enfants aussi. Il y a des hommes et des femmes. Il y a une femme enceinte. Il y a donc les enfants nus. Personne ne s'appelle par son prénom. Qu'est-ce qui se passe encore? Qu'est-ce qu'on sait là? Il faut dire que les enfants, lorsqu'ils disent ça, sont enregistrés. C'est pas inventé, les enfants sont enregistrés. Quelquefois filmés d'ailleurs, je les filme. Les dessins qu'ils font, par exemple, les gens qui sont nus, on voit le dessin qui est fait du zizi du monsieur avec le pipi qui va dans la bouche de la dame. Hein, Ah oui. C'est très clair si vous voulez. C'est pas... Et tout ça, tout ce que vous avez dit, de toute façon, est fondé sur les récits précis des enfants qui sont enregistrés, qui racontent séparément. Hein, il ne faut pas croire que ce serait une élucubration ultérieure de qui que ce soit, ce sont les enfants qui racontent. Voilà. Bon, et nous on les enregistre, pourquoi? Parce que, en tant qu'avocate, je sais qu'il faut des preuves. La moindre des choses, les avocats, les magistrats ne sont pas là, ils ne voient pas les choses, donc il faut leur apporter des preuves. On n'accuse pas sans preuve. Donc voilà, le récit des enfants, c'est une preuve, les dessins des enfants, c'est une preuve. Enfin bon, voilà, tout ce qu'on va pouvoir apporter à la justice comme preuve, évidemment, on va les recueillir. Hein. Donc là, on apprend donc qu'il y a tous les samedis, enfin sauf les dimanches ou les samedis et dimanches quand les enfants sont avec leur mère. Les autres, donc les mercredis, samedis, dimanches, ça se passe chez Didier, avec d'autres adultes, d'autres enfants. Et tout le monde est violé. Alors là, il y a de tout. Là, ils ont vu pour la première fois leur père sodomiser Didier, etc. Il y a plusieurs. Ils nous ont fait les dessins à la queue leu-leu. Ils en sont effrayés. Ils voient ça pour la première fois, évidemment. Ben, nous aussi, d'ailleurs. Enfin, en dessin. J'ai jamais vu ça pour de vrai. Donc voilà, on a tous les dessins, les enfants, surtout le petit, le dernier, il veut dire, il parle très bien déjà, il a 4 ans, il parle très bien, mais il nous fait les dessins. Donc on a tous les dessins, hein, qui sont très, très, très clairs, très, très facilement clairs. Oui, c'est très explicite. Très explicite. Il n'y a pas de doute, ça Ouais. correspond à leur dire et c'est commenté par eux-mêmes. Donc
Il y a vraiment, il faut vraiment qu'il y ait une volonté de ne pas voir, même pour un néophyte, pour ne pas voir ce qui saute aux yeux. De toute façon, on aura fait analyser les dessins par une art thérapeute qui va dire que tous ces dessins sont à connotation sexuelle et que si ces enfants ont été ou sont en danger, et donc elle alerte aussi. Hein. Et qui n'ont pas pu inventer ça. Très important. Ouais. Oui, parce que ça peut Les enfants de cet âge-là, voilà, c'est les ça. enfants de cet âge-là ne peuvent pas inventer des choses pareilles. Bah, je veux dire que franchement, même des adultes. Même par exemple, si vous voulez, Même des adultes. en parole par exemple, ils nous racontent qu'on leur met des épines dans les fesses. Comment des épines dans les fesses? Je les interroge, les épines, mais ça saigne alors? Non, non, il met des épines, mais ça saigne pas. Ah bon? Ben, bon, bah, écoute, d'accord. Mais et quelques moments après, je dis, mais je reviens sur les épines. Mais les épines dans les... L'épine, c'est comme ça qu'ils appellent leur zizi. L'épine, c'est comme ça qu'ils appellent leur zizi. L'épine. Ouais. Et pour eux, nous, on a c'était des des épines. épines. Voilà. Ça ne peut pas s'inventer non plus, des choses pareilles. Ah oui, c'est... Alors quand on apprend qu'il y a plusieurs enfants, que ça se passe le samedi, le dimanche, etc., on en parle évidemment à des amis qui nous proposent tout de suite de faire une filature, de se poster le dimanche à l'endroit où on pense où ils peuvent se trouver. Donc le dimanche 30 novembre 2008, il pleut à torrent et à l'endroit où habite le père, il y a des grêlons. Il y a eu un grêlons qui sont tombés. Ça a été très localisé, sur 2 km seulement. Et ça, vous allez voir pour la suite, c'est important parce que les enfants ne savent pas trop se situer dans l'espace à l'époque, ni dans le temps. Et là, on va donc savoir le lieu et le moment, grâce à ces grêlons. Il faut savoir que le père habite au bout du chemin de Pimpinon à Gassin. Cette route, qui mesure peut-être 1,5 km, 2 km, débouche sur la nationale. Et les amis se sont postés sur la nationale. Et là, il y a un orage phénoménal avec le tonnerre et des grêlons gros comme des œufs qui tombent. Ils n'ont jamais vu ça. Et ils voient le père sortir, suivi de 4 4x4. Ouais. Donc ils sortent de ce chemin, ils prennent la nationale, ils retournent, ils tournent à gauche sur la direction de la Mort du Luc. Le chemin de la Mort du Luc, qui s'appelle. Ouais. Et puis là, à 500 mètres, il y a un gros arbre qui déborde sur la route. Et là, il y a un chemin de terre sur la gauche. Donc tous ces gens-là suivent. Et ils s'arrêtent à un genre d'Algeco, qui est en fin de compte qui est en fin de compte un repère de chasseurs, plus ou moins. Il y a un parking, tout le monde se gare là. Nos amis sont restés à regarder à l'entrée du chemin. Et puis, donc, ils ont vu tout le monde stationner et tout. Et là, il y a un de ces personnages qui est arrivé vers eux, une mine patibulaire, paraît-il. 5 minutes après, oui. Menaçant de voir pourquoi ils étaient là. Et donc, eux sont partis. Donc, voilà. Pour nous, on sait que, voilà, effectivement, on se retrouve à cet endroit-là. Et la semaine suivante, quand on les a, le vendredi, ils sont très bizarres. Ils bougent pas, alors que les enfants, les garçons sont très remuants. Ils bougent pas, ils sont complètement amorphes. Et ma fille me dit, là il s'est passé quelque chose de grave. C'est pas normal, enfin, ils sont pas comme ça d'habitude. De nouveau interrogatoire, mais enfin toujours doucement, c'est toujours très délicat. Hein. Donc on essaie de savoir ce qui s'est passé le dimanche précédent, etc. Alors là ils nous disent qu'ils sont allés dans une maison, enfin non, c'est pas comme ça. On ne peut pas les faire parler, on n'ose pas les faire parler. Et Sophie dit au contraire à Hugo, bah, écoute, fais-moi un dessin. Fais un dessin, comme ça. Puis tu me l'expliqueras peut-être. Alors il se met à dessiner une petite maison sur 3 roues. Et puis il fait de la fumée, etc. Puis il dit, puis là, dans cette maison, il y a plein de sang. Il y a du sang partout, partout. Et puis il le montre, il fait des taches d'encre et il les étale pour montrer le sang. Il le fait bleu-violet. Il y a du sang partout. Il insiste. Il dit, il faut partir de là. Et puis il fait une voiture avec une antenne, sans chauffeur, qui est au-dessus de la route pour partir. Et puis il montre le chemin qu'il faut faire et retourner dans la maison qui est là, qui est au-dessus, qui est calme. Sophie et moi, on se regarde. Puis je lui dis, mais si c'était vrai, s'il y a du vrai là-dedans, est-ce qu'il n'y a pas eu quelque chose de... Quel est ce vrai
Voilà. Alors là, vous l'avez interrogé. Là, les enfants racontent, en fin de compte, que il y a eu dans ce mobil-home, enfin c'était le GECO, ils se sont fait violer. Il y avait 6 hommes, Voilà. dont leur père et Didier. Et ils sont ensuite partis dans la forêt. Il y a une forêt juste au-dessus. Et là, ils ont rencontré un petit garçon des rues. Un petit garçon perdu, un petit garçon des rues. Ils nous disent, ils le nomment comme ça, un petit garçon des rues. Et là, ce petit garçon des rues, les adultes courent après. Le père attrape ce petit garçon des rues au lasso. Et le petit garçon des rues doit faire quelque chose de désagréable parce que le père dit, tu vas me le payer. Et puis... Il s'est débattu. Surtout. Il s'est débattu comme il a pu. On apprend ensuite que ce petit garçon, je ne sais pas qui, lui coupe un pied, puis l'autre pied, au-dessus de la cheville. Les enfants racontent ça. C'est filmé, raconté, enregistré et filmé. Hein. C'est les enfants qui racontent. Et puis... le type est tombé dans les pommes. Il est tombé dans les pommes et ça finit par l'égorgement du petit garçon. Et ensuite, la mise dans un trou que le père... Dans le cœur. Un coup de couteau dans le cœur. Et puis on met le petit garçon dans le trou que le père a creusé. Il précise que c'est le père qui a creusé, en jetant d'abord les pieds, puis ensuite le corps. Et puis voilà l'affaire qu'il raconte. Alors il y avait quelqu'un qui était avec des jumelles pour regarder tout autour. Et les enfants nous ont dit qu'il y a un monsieur qui a donné une liasse de billets au père avant cet événement. Et là, ce n'est pas le père qui égorge, c'est l'ami du père. C'est l'ami du père. Ouais. Voilà. Alors finalement, on s'aperçoit que ça correspond le dimanche, c'était bien ça, le jour des grêlons, parce que justement les enfants nous parlent des grêlons. Oui, oui. Donc on a pu savoir que c'était bien ce dimanche-là. Quand nos amis ont vu la GECO, le petit qui dessine, c'est un genre d'Algeco, la maison sur roulette, sur roue. Donc on s'aperçoit que c'est bien. Et le jour des grêlons, donc c'est bien le dimanche que nos amis avaient vu. Alors l'endroit, je le dis tout de suite, l'endroit 2-3 mois plus tard, on va se promener avec les enfants. On veut trouver où c'est exactement. C'est quoi cette histoire racontée? Donc on veut retourner à cet endroit-là. Et Margot a hurlé, il ne faut jamais aller là, il ne faut pas aller là. On n'a pas le droit d'y aller, on n'a pas le droit d'aller là. Voilà. Donc elle était vraiment traumatisée par cet endroit-là. On n'a pas pu rentrer c'était dans clair, le chemin. on n'a pas pu. C'est-à-dire en allant, Là on avait un ami avec en allant nous. près de l'endroit, elle a reconnu, elle a été terrorisée. Ah oui, terrorisée. Et là, une des deux personnes qui avait été là le dimanche pour les voir était justement dans la voiture ce jour-là, où il a témoigné d'ailleurs, pour dire que Margot était terrorisée, n'avait pas voulu retourner à cet endroit-là. Et vous avez un site internet qui s'appelle amilisa.org. Sur ce site amilisa.org, il y a d'ailleurs enregistré les enfants, ce qui leur a fait le plus peur, etc. Et ils racontent justement ces leçons du petit garçon. Ça les a vraiment traumatisés. Hein, ceux qui vont sur le site amilisa.org, fait d'ailleurs par quelqu'un qu'on ne connaissait pas et qui est en prison actuellement. Il a été mis en prison, lui, comme par hasard. Et là, comme ça, il ne peut plus parler. Qu'est-ce qui vous a fait le plus peur? C'est le son du petit garçon. Voilà, ça traumatisé. Ah oui, c'est sûr. Alors là, Sophie se retrouve en face de... C'est un truc effrayant. Alors là, c'est... Oui, Là, c'est horrible, oui, horrible. Que faire? Que faire? Alors, elle avait porté plainte pour viol de sa fille à la gendarmerie de Saint-Tropez, à la brigade de recherche, en 2007. On lui retire ses 3 enfants le lendemain de cette plainte. Là, on apprend plus grave. Elle ne retourne pas à la gendarmerie. Ouais. Pas question. C'est pas possible. Elle écrit au président de la République. Nicolas Sarkozy. Voilà. Donc là, on écrit, elle fait une lettre alors avec toutes les pièces que l'on a, avec les dessins des enfants, parce que là, chacun a dessiné là, ce jour-là après. Quand ils nous ont raconté, chacun a raconté, ça a été enregistré, etc. Et chacun a fait des dessins. Le dernier a fait des têtes, et il met une croix dedans et dit ça c'est mort. Et alors, un truc bizarre, c'est qu'on leur fait dire que c'est le petit Jésus qui est mort. Donc est-ce que c'est pour nous tromper? Si jamais, parce que ça les a marqués, les enfants, ils ne peuvent pas taire en fin de compte ça. Et donc c'est Jésus qui est mort. Alors que leur père n'est pas du tout croyant ni rien. Ils nous apprennent que c'est Jésus qui est mort. Donc on peut croire que
Il parle de Jésus parce qu'il va y avoir Noël bientôt, je ne sais pas. En tout cas, voilà. Donc, le dernier nous fait des dessins, il fait des ronds, avec une croix à l'intérieur, il est mort. Hugo nous a fait, lui, le sang partout, la voiture. Margot, je ne sais plus ce qu'elle a fait comme dessin. Enfin, aussi un dessin qui est assez aussi significatif. Il raconte un peu ce qu'ils ont vu en dessin. D'accord. Donc, ma fille à Sarkozy fait une lettre en expliquant tout, en donnant tous les détails qu'elle peut, pour que le père soit entendu quand même. Donc, elle donne tous les détails, puis en disant même, faites attention, parce qu'il est capable de tuer les enfants, il est capable de tout. C'est grave ce qu'il a fait, donc faut y aller doucement. Donc voilà, elle écrit, cette lettre est envoyée par fax avec toutes les pièces. On a 150 pages, et donc une centaine de pièces. Au président de la République. Avec toutes les décisions de justice qui avaient été prises, tout ce qu'on peut, qui permettent de comprendre et de croire évidemment à cette affaire. En fait, compte tous les éléments qu'on vous a racontés depuis le début. Là, on voilà, il y a tout. Voilà. Le rapport du docteur Sokolowski, qui est évidemment très important, c'est pas rien. Là. Donc elle envoie tout ça, on envoie tout ça par fax, c'est-à-dire qu'on reste 3 ou 4 heures avec le secrétariat de l'Élysée. Tout le monde est au courant à l'Élysée. Donc on leur envoie ça, on l'envoie en chronopost et on leur envoie en même temps tout le dossier en lettres commandées avec AR. On ne peut pas dire qu'ils l'ont pas reçu. Non, ça c'est clair. Et je vous dis, le fax, on est resté, en plus il manquait de papier parfois. Donc ils nous demandaient d'arrêter, on les avait souvent au téléphone, arrêter, là on va remettre du papier, etc. Donc vraiment ils sont parfaitement au courant. On n'a pas de nouvelles avec ça, après ça. Pas de nouvelles, pendant un certain temps. Donc on a les enfants encore pour Noël, je ne sais plus si c'est Noël le 1er janvier. Ah oui, pour janvier. On les a encore pas pour Noël, elle les a pour janvier, et là on retourne toujours à la montagne. Ils font du ski, ils sont heureux, tout va bien, ils sont contents. Et puis en rentrant du ski, Jacques veut prendre il y a du verglas partout. Et il y avait exactement un petit chemin où je pouvais passer sans prendre de risque de glisser, je tenais Margot par la main. Mais comme il y avait une butte de neige et de glace à droite sur lequel avait été mis un tapis en caoutchouc, je me suis dit, pour pas glisser, bêtement d'ailleurs, je vais mettre le pied sur le tapis en caoutchouc. Et par malheur, le tapis en caoutchouc que je croyais très dur, très sec, bien adhérent, était couvert de glace. Je tombe et je me casse la coiffe du rotateur, les muscles, les nerfs, le bras en capitonnade, je perds l'usage du bras gauche. Ça c'est pour vous dire ce qui va arriver après, mon intervention chez le docteur Bataille, où je vais me faire soigner chez le docteur Bataille. Ça c'est pour vous indiquer ce qui va se passer après. Voilà, donc il est soigné sur place évidemment. Et puis là, nous, en face de ce qu'on venait d'apprendre, enfin du meurtre du 30 novembre, un petit garçon, alors c'est un petit garçon qui a 5-6 ans, qui a 5 ans, qui ressemble, qui a un petit peu du même âge que l'enfant du milieu, etc. Le deuxième, là, Hugo. Et donc, évidemment, on est affolés, on écrit au président de la République, et puis on rentre en contact avec Innocence en danger, qui est une ONG, qui s'occupe justement de ce genre de choses, qui est au courant parfaitement qui avait d'ailleurs Mère Asselier, la présidente, a écrit un livre qui s'appelle Un pays qui consomme des enfants. Un pays qui consomme des enfants. C'est pas ça dans le titre. Non, c'est pas tout à fait ça, mais enfin c'est la France qui consomme des enfants. Voilà, c'est je sais plus quoi, le titre exact, mais enfin voilà, c'est des histoires assez abominables. Bon, enfin, c'est à lire, c'est très bien à lire. J'avais lu aussi le livre de Serge Garde avant, qui était le pays de la honte, là je ne sais plus quoi aussi, sur les réseaux Zandvoort et autres. Donc là, nous on prend rendez-vous à Paris avec Innocence en danger. Et puis Omer Asselier vient le jour où on y est. On lui raconte toute notre affaire pour qu'elle fasse aussi éventuellement des recherches sur Internet, voir s'il n'y avait pas, si on pouvait trouver quelque chose, ou voir les enfants peut-être sur Internet. Donc voilà, et là, ce jour-là, on est le 16 janvier 2009. Sophie téléphone le lendemain à ses enfants. Qui étaient avec le père dans le sud, les enfants étaient. Voilà. Et Sophie téléphone à ses enfants. Et là, ils lui disent qu'ils sont en train de faire du vélo.
à Fréjus, et il est plus de 17 heures, c'est en plein hiver, il fait froid, il fait nuit, et c'est pas l'habitude du père que d'être à cette heure-là, faire du vélo aux enfants. Et il y a 1 heure de chez eux. Donc elle est un peu étonnée. Le père, c'est un couche-tôt et un lève-tôt. Un maçon, il se couche tôt, il se lève tôt. Donc elle est un peu étonnée. Alors on les a la semaine suivante, et ils sont encore bizarres là. Et on dit, mais vous étiez samedi dernier? Ah ben, on est allé. Ah oui, quand vous étiez allé faire du vélo. Mais comment ça se fait que c'est si tard? Et ben, avant, on est allé dans une villa chez des amis de papa, au bord de la mer, au bord de la plage. Alors, je tiens à Sophie, écoute, on fait rien. Demain, on va aller à Fréjus faire du vélo. Là où vous êtes allés, on va retourner sur le chemin. Donc le lendemain, on part. Et puis, arrivé à l'entrée de Sainte-Maxime, Margot nous dit, ah, tournez là. Et on rentre dans une propriété privée, avec code et tout, mais le portail était ouvert. Et puis tournez là, et puis là, et puis là, et on arrive à une maison que Sophie reconnaît, parce que c'était la maison de quelqu'un de très riche, que le père avait construite. Et quand ils étaient déjà séparés, mais c'est une maison tellement particulière qu'il avait tenu à la montrer à Sophie. D'accord. Voilà. Donc elle avait une piscine immense, une salle de cinéma, enfin bon, il y a pas mal de choses. Et donc elle reconnaît la maison. Et on sait que c'est donc le père qui l'avait construite. En tout cas, lui-même, il travaille dans une entreprise qui construit des maisons de milliardaires. Il avait d'ailleurs dit à l'époque qu'il aurait aimé faire des affaires avec cette personne. Donc les enfants nous disent qu'ils ont passé, avant d'aller faire du vélo, ils étaient allés là, dans cette maison. Bon, on regarde le nom à l'extérieur, etc. Enfin, essayer de voir. Il y a les volets sont fermés, il n'y a personne. Et puis il y a une petite talus à côté, et puis il y a Hugo qui monte, et puis qui dit, ah maman, regarde, c'est par là qu'ils ont enterré l'enfant. Alors Sophie dit, non, vous vous trompez, c'est tout à fait à l'opposé, c'est là-bas. Ah non, mais là c'est une petite fille. Bon, on ne dit plus rien, on rentre à la maison, et de nouveau, interrogatoire l'un après l'autre. Et là on apprend qu'une petite fille de 4-5 ans, blonde, aux yeux bleus, dans cette maison. Donc il y avait des hommes et des femmes. La première fois il y avait 6 hommes. Hein. Là il y a des hommes et des femmes. La petite a d'abord été violée par devant, comme nous dit le Théo, qui dit qu'il ne comprend pas. Il dit, moi on ne peut pas rentrer devant, c'est pas possible. Il se prend en modèle, il ne comprend pas comment on peut faire pour la petite fille. La petite fille était en sang. Et puis là, ben, c'est l'horreur, moi je peux pas dire les choses pareilles. C'est horrible là. Non seulement les membres sont coupés, mais les hommes qui la violent sont en file indienne les uns derrière les autres, et ils la violent à tour de rôle, pour qu'elle finisse ensuite par être prise par le père qui là lui enfonce un couteau dans la gorge, et comme ça va pas, c'est le père qui égorge la petite fille. Ouais, comme les enfants racontent ça, c'est tellement horrible que quand je vais raconter ça à Madame Bataille après, je pleure. Je pleure. Moi, sur le coup, avec les enfants, j'ai tenu, mais là, c'est horrible, horrible, horrible. Voilà. En plus, donc après, ils l'ont mise dans un sac poubelle. C'est joli, hein? Pardon, en morceaux, comme elle était. Et puis ils sont allés, alors effectivement, les enfants nous ont montré le chemin. Ils nous ont donc c'est pas facile à retrouver, enfin, mais ils nous ont donné des détails sur le chemin, notamment du carrelage bleu. Dans un chemin de forêt, c'est un peu étrange. Donc on a suivi le chemin avec eux, hein, de ce qu'ils nous ont annoncé. On a effectivement vu un endroit. Oui, il y avait il y a dû avoir une pièce avant, je ne sais pas ce qu'il y a eu. 1 kilomètre de la maison. Hein. Ouais. Ah, ouais. Il y avait bien du carrelage bleu, donc c'était bien sur le chemin, on avait bien avancé. Ils nous ont dit aussi comment, on leur a demandé comment ça se passait, s'ils voyaient la ville sur la gauche ou sur la droite, etc. Enfin, bon, on a réussi à peu près à trouver l'endroit. Mais alors là, la forêt, vous êtes à 10 cm près, il faut encore creuser, on n'arrive pas, on creuse toute la forêt pour trouver, c'est très difficile. Et heureusement qu'on n'a rien trouvé d'ailleurs, parce qu'on nous aurait mis ça sur le dos. Ouais. Donc il valait mieux pas, trouver. Heureusement qu'on n'a rien trouvé. Ouais. Bon voilà, donc là on apprend le deuxième meurtre d'enfant. Que faire? Que faire quand on apprend une chose pareille? On ne peut pas en parler à la gendarmerie. On a écrit au président de la République. Il n'y a pas de nouvelles, il n'y a rien. On est complètement sans moyens. On ne sait absolument pas quoi faire. Alors là, il se trouve que Jacques, lui, il a tout le temps mal à l'épaule. Avec ma coiffe du rotateur. Ça ne s'est pas guéri. Il avait été soigné sur place, mais 1 mois plus tard, il a toujours mal.
Et il veut voir un rebouteux, il veut voir un kiné. Ah non, pas un kiné. Tu veux voir un ostéopathe. Un ostéopathe, ouais. Mais Sophie lui dit non, non, non. Avant ça, va voir le médecin. Et puis tu verras si le médecin te conseille, ce qu'elle te conseille. Et elle lui dit, va voir le docteur Bataille, puisque c'est elle qui connaît les enfants. Nous, Jacques l'avait jamais, il l'avait vu, parce qu'il avait accompagné les enfants déjà dans le cabinet, mais il n'avait jamais ausculté. Et on verra après qu'elle ne me reconnaît pas quand je vais chez elle. En fait. Donc, et alors, entre-temps, il se trouve que Jacques, il n'entend pas très bien. Donc, oui, il est un peu sourd. Donc il a pris, pour pouvoir entendre la conversation et ce que pouvait dire le médecin, il a pris un dictaphone pour enregistrer ce que le docteur allait me prescrire, en fin de compte. Voilà. Donc il va voir le médecin, elle ne le connaît pas, elle dit bonjour, et puis au bout d'une fois que la consultation... Alors, le médecin, quand je vais voir le médecin, regarde ce que je peux avoir et dit oh là là, mais oui, là c'est bien la coiffe du rotateur, il va falloir aller tout de suite soigner ça, et prend rendez-vous pour moi pour faire une radio, une IRM de l'épaule, elle me donne des médicaments pour moins souffrir, et je lui demande, parce que j'habitais Toulon avant, si elle peut être mon médecin traitant. Et elle me dit oui, bien sûr, je peux, oui, alors mon nom, mon adresse. Et je lui dis, je suis le... Elle ne me connaissait pas, d'ailleurs comme c'est enregistré, on voit très bien qu'elle ne me connaissait pas. Et je lui dis, oui, je suis le beau-père d'Éric Mignot. Éric Mignot, dont les enfants, et de Sophie Julie, dont les enfants ont bien des malheurs. Elle dit, ah, oui, oui, je sais, je suis au courant. Et là, autant j'avais tenu le coup avec en racontant le meurtre quand les enfants m'ont raconté le meurtre de la petite fille, là, je m'étends et je raconte le meurtre de la petite fille qui m'avait paru tellement abominable que c'est comme une séance de thérapie pour moi. Je raconte ce meurtre en pleurant. Et bon, la fin de la conversation se passe, elle me donne le médecin à aller voir, elle téléphone elle-même au médecin qui était allé voir, elle a accepté donc de me prendre comme médecin traitant, et puis voilà. Donc pour le moment ça s'arrête là, et je vais moi après consulter effectivement les médecins qui constatent que la coiffe du rotateur c'est une chose grave. Elle me propose après d'ailleurs de me faire opérer, je ne suis pas trop chaud, je ne le fais pas, mais enfin je continuerai à la voir après, comme on va vous raconter. Ouais. Donc là, quand Jacques lui raconte tout ça, elle reste impassible, elle ne dit rien. Il l'a trouvée un peu froide en face de tout ça, enfin bon, elle ne dit rien. Je vous dis la façon, enfin on a su des choses, mais là je vais vous dire comment on l'a vu nous, comme ça nous est arrivé. Un mois plus tard, nous sommes convoqués, Jacques et moi, à la gendarmerie de Saint-Tropez, à la brigade de recherche. Et on demande pourquoi, enfin bon, il nous a dit, ben, c'est sur les dénonciations de docteur Bataille. Ouf! Ah non, je vous ai pas tout dit. C'est pas ça. Ah ouais, il y a quelque chose qui manque. Voilà. Donc Jacques, Jacques est allé c'était le 4 janvier, le 4 février. Je suis allé voir le docteur Bataille le 4 février. Voilà. D'accord. Le lendemain, le petit Hugo est malade. Il a 39 de fièvre, il est très malade. Et l'école, le directeur de l'école appelle le père pour venir prendre le petit, l'amener chez le médecin. Donc, ils vont voir le docteur Bataille, c'est toujours le même. Et le vendredi, Sophie a les enfants. Donc, mercredi, Jacques est chez le médecin. Jeudi, Hugo et le père sont chez le médecin. Et vendredi, Sophie a les enfants. Et Hugo, alors ça, c'est une mère qui peut le ressentir. Hugo, évidemment, il est malade, mais il va pas très bien. Et Sophie lui dit qu'est-ce que ça va. Il est choqué. Il est choqué. Voilà. Ouais. Elle dit ça s'est pas bien passé chez le docteur Bataille. Qu'est-ce qu'il y a? Il dit non. Il dit mais qu'est-ce qui s'est passé? Il dit elle m'a traité de con. Il dit bah pourquoi elle t'a traité de con? Alors il raconte. Il dit que dès qu'ils sont rentrés dans le cabinet, le docteur a dit à Éric, au père, papa, oui. Il a dit à papa, donc si on parle des niveaux, ils sont au courant de tout. Et lui, il dit, comment tu sais ça? Et elle lui dit, Jacques Maillard.
Et elle dit à Hugo, c'est toi qui as parlé, petit con. Et si tu continues, ton père va tuer un autre enfant. C'est ça qui l'a choqué, le petit. Il nous raconte ça. Alors lui, il était effrayé parce que ils avaient été, ils avaient été menacés de mort, eux, et nous. Et donc là, il avait parlé. Il était pris en flagrant délit. Ouais. Et donc le pauvre, j'imagine dans quel état il pouvait se trouver. Effrayant, quoi. Et puis le médecin qui défend le père, finalement. Enfin bon, donc qu'est-ce qu'on peut comprendre dans un truc pareil? Alors donc il nous raconte ça c'est encore aussi enregistré. Et puis il se trouve que donc voilà, il se trouve qu'ensuite en mars nous sommes convoqués à la gendarmerie. Donc un mois après, à peu Un mois après, et le gendarme nous dit c'est sur les dénonciations du docteur Bataille. Donc on dit ça y est, ouf. Elle a piégé Éric Mignon. Elle a prévenu la police, elle a piégé Éric Mignon, tant mieux, enfin ça va s'arrêter. Voilà. Puisqu'elle avait la preuve en disant ça, que lui il n'a pas été étonné quand elle lui a dit son courant de tout, il n'a pas demandé de quoi, il a dit comment tu sais ça? Et il l'a tutoie en plus. Ouais. Ça c'était bizarre, il a tutoie, comment tu sais ça? Ouais. Donc, alors, nous, on ne voulait pas parler avant aux gendarmes. On avait trop vu ce qui s'était passé la première fois. Donc on se méfie. D'autant plus qu'il faut se rappeler que madame, la psychologue, nous avait dit il vous reste plus qu'une chose à faire, c'est porter plainte. Encore faut-il tomber sur les bons gendarmes. Ouais. C'est qui les bons gendarmes? C'était pas ceux-là en tout cas, puisqu'ils avaient enlevé les enfants à leur mère. Donc, de toute façon, on n'a pas le choix. On est convoqué à la gendarmerie, on est convoqué, on doit répondre. On ne va pas faire une dénonciation, on est convoqué, on doit répondre. Voilà. Et moi je vous dis, il faut tout dire, puisque même, tant pis, bon, pas bon gendarme, peu importe, je vais tout dire ce qui s'est passé. Voilà. Dans le détail, en respectant scrupuleusement ce qu'ont dit les enfants. Et donc, je raconte, effectivement, le médecin, le gendarme qui s'appelle Ansel, me dit, mais vous n'avez pas fait partie d'une secte, etc. Je dis, les sectes, non. Ah, oui. D'autant que j'aime pas les sectes, déjà la religion, pour moi, c'est quelquefois un peu difficile, parce que j'interprète pas les choses comme les religions peuvent les interpréter, mais une secte, non, je suis vraiment ça, secte, là je suis plutôt contre toute forme d'autorité sectaire, notamment de dogmes et de choses comme ça. Donc, et puis d'ailleurs, le gendarme me dira plus tard qu'il a cherché, qu'il n'a pas trouvé de secte. Mais enfin, il me pose la question. Et donc il interroge Brigitte également. Voilà, ça dure 7 heures. Hein. Ah oui, 7 heures, de garde à vue. Ouais. Bon, lui, c'est pas garde à vue. Interrogatoire. Oui, interrogatoire, mais ça prend ce temps-là. Lors de mon premier interrogatoire, il voulait me faire signer les papiers de l'interrogatoire, et il me signe en bas, il y avait marqué « le garder à vue ». Ah, je dis, bon, je barre ça, le garder à vue, ou vous me gardez à vue? Ah, il dit, non, excusez-moi, je me suis trompé, non, c'est pas cette pièce-là, c'est pas cette feuille-là qui convient, il n'a rien imprimé. Mais il était peut-être prévu de me garder à vue déjà à l'époque. Mais enfin, ça n'a pas été le cas. Alors, il nous dit quand même que c'est sur les dénonciations, sur ce que le docteur Bataille leur a raconté, et sur la lettre du président de la République. Le procureur a donc pris la décision de faire une enquête préliminaire. D'accord. Sur ces deux choses, sur la déclaration du docteur Bataille et sur la lettre de M. Sarkozy, qui a donc été envoyée à Draguignan. Alors qu'on avait demandé un dépaysement, en fin de compte. Sophie avait écrit pour que l'affaire soit ailleurs. Voilà, c'est tout. Donc voilà, donc on se retrouve quand même encore dans ce tribunal. Voilà, le gendarme nous dit, vous avez continué votre... Enfin, on avait... Faites votre enquête. Je lui dis, qu'est-ce qu'on peut faire? Il me dit, faites votre enquête. Alors je lui dis, on peut prendre des photos, pour enregistrer, etc. Oui, prenez tout, c'est très bien, allez-y. Au contraire, plus il y a d'éléments, comme ça, voilà, les preuves, sera claire. Toujours les preuves. On a fait venir aussi, on a pris aussi deux personnes pour filer, qui ont fait des filatures. Ça nous a coûté encore pas mal d'argent, mais enfin bon, je veux dire qu'on a joué le jeu que demander de apporter des preuves de ce qui se passe. Et puis ensuite on arrive, alors il se trouve aussi que chaque fois que Sophie doit avoir les enfants, avant les vacances et tout, il se trouve que le juge des enfants, à la dernière minute, envoie un mail, un fax au directeur de l'école pour que Sophie n'ait pas les enfants. Il y a toujours un changement de... Voilà, donc souvent, il arrive qu'elle n'a plus les enfants pendant un mois. Quoi. Ouais.
Ensuite, mars, il y a les vacances de Pâques, donc elle les a pas comme elle devrait les avoir. Le 20 février, elle devait avoir les enfants pour le week-end, elle les a pas eus. Enfin bon, il y a pas mal de recul, de choses qui se font pas. Et puis, alors, chaque fois aussi qu'on a les enfants, on apprend des choses nouvelles. Qu'on a dit d'ailleurs tout de suite, on avait appris, après les 2 premiers meurtres, là, on en a appris 3 d'un coup. 3 autres meurtres? Oui, 3 enfants à la fois, en même temps. 2 petits garçons, une petite fille. Donc ça, on le dit d'ailleurs au gendarme Ancel. C'est-à-dire que le gendarme Ancel, lui, quand il a été saisi par le procureur, dès le 10 février, il a d'abord posé ses vacances. Il a 3 semaines de vacances. On lui parle de meurtre d'enfant. Il pose ses vacances. Et il pose ses vacances. On lui accepte. Et il n'y a personne d'autre pour prendre le relais dans l'enquête. Donc il commence son enquête le 7 mars. Et nous, entre-temps, on a appris 3 meurtres supplémentaires. Ça fait 5. Donc, interrogé par le gendarme, on le dit, ça. On le dit, rajoute les vidéos des enfants et les enregistrements. Là, avec des dessins. Il y a un dessin qui paraît partout, d'ailleurs. Un dessin très flagrant. C'est encore atroce. Ça, c'est 3 enfants. Accrochés par les bras. Ouais, avec les mains coupées. Et quand on voit un rond noir avec du rouge à l'intérieur, c'est le corps des enfants qui est coupé. C'est le petit de 4 ans qui nous le dessine. Parce qu'ils racontent qu'ils ont été éventrés, bouillons par terre, etc. Ah, il nous montre bien, il nous explique tout ça. Il fait un peu en dessous qu'il n'a pas brûlé trop, mais un peu. Voilà, c'est encore des choses abominables. Et ça, tu as eu le lieu, on a eu le lieu d'enterrement, d'enfouissement. C'est l'endroit où ça s'est passé. Et ensuite, d'ailleurs, dans ce cas-là, ils ont coupé les chairs des enfants et ils les ont mangés. Et ils ont enterré les os dans le jardin, sous la butte, là où il y a les fleurs. Tout ça, moi je dis ça à monsieur Ancel, je lui raconte. Et 2 jours plus tard, il y avait effectivement une pelle qui allait enlever, s'occuper des choses, sauf que c'était le père qui pilotait la pelle. Non, c'est pas possible. Le père des enfants? Ouais. Qui pilotait la pelle demandée par la justice Pas commandé par la justice, peut-être, mais enfin, il était au courant qu'il fallait peut-être enlever les choses, et on a retrouvé d'ailleurs un bloc de béton de l'autre côté du chemin, de l'endroit où ça se trouvait. Bon, enfin, mais oui, c'est des choses impossibles. Et comme les photos sont prises, c'est indubitable, hein, voilà. Après, moi, je vais pour ma coiffe du rotateur chez le docteur Bataille. Non, attends. Donc là, ça, on est en mars, là, on apprend encore donc ces 3 meurtres supplémentaires, peut-être un autre aussi. Et Jacques retombe sur son épaule. Alors, il tombe jamais, il n'est jamais malade. Et là, au magasin, une grande surface, là, il y a une bouteille d'huile qui est tombée, il glisse dessus et il retombe sur l'épaule. C'est un truc impossible. Le magasin géant de la Fou, ils ont mis les bouteilles d'huile en tête de gondole, juste devant les caisses. Et quelqu'un était passé, avait fait tomber une bouteille d'huile et l'huile était allée par terre. Je passe dessus, et je retombe. Et je retombe sur mon épaule. Donc je retourne voir le docteur Bataille. Et là, chez le docteur Bataille, moi, je lui raconte ce qui m'est arrivé. Je lui dis, et puis au fait, je vous félicite, hein, vous avez bien piégé Éric Migaud. Hein. Alors elle est toute heureuse, on le voit. En plus, ce jour-là, j'avais pris le stylo caméra. Et c'est enregistré, il y a stylo caméra, je filme, et on voit le médecin qui est tout heureux et tout. Vous avez bien pigé Éric Migaud, ah oui, et alors vous avez, quand Éric Migaud est arrivé avec Hugo, vous lui avez dit, ils sont au courant dessous, c'est bien ça? Elle dit oui. Elle me dit oui, enregistré, filmé. Et le père a demandé, comment tu sais ça? Mais oui, c'est ça. Et vous avez traité le petit de petit con. Elle me dit oui, c'est tout à fait, oui. Alors je lui dis d'ailleurs, quand vous allez le revoir, il faudrait voir ça et essayer d'arranger parce que ça l'a traumatisé. Tout ça, c'est enregistré, filmé. Donc, elle me raconte les aveux du père. Comment tu sais ça? Et ça, c'est enregistré, filmé, donc on ne peut pas dire que ça n'existe pas. Elle confirme tout ce qu'a dit Hugo. Tout ce qu'a dit Hugo. Donc nous, on avait enregistré Hugo. Mais on peut dire la parole des enfants, alors que je pense que c'est la parole des adultes qui est quand même moins fiable. Ils savent mentir. Un enfant, c'est difficile d'inventer des choses pareilles.
Et donc Hugo nous raconte ça, c'est enregistré, et après on redit tout ça au docteur Bataille qui confirme. Donc elle confirme finalement les aveux du père, au moins pour les 2 premiers meurtres. Parce que c'est les deux premiers dans le. Raconté que 2 meurtres. Oui, docteur Bataille. Voilà. Donc ça c'est raconté, ça au moins là, il y a les aveux. D'accord. Une semaine plus tard, tu vas avec les enfants chez le docteur Bataille, mais parce qu'ils étaient malades, une bronchiolite, donc on est retourné. Ah oui, mais alors il se trouve quand même que quand tu es sorti de chez le docteur Bataille, Eric, le père des enfants, a téléphoné à Sophie furieux. Qu'est-ce que tu allais raconter à Bataille? Ils s'étaient aperçus, ils se sont aperçus. Ils se sont aperçus que ça tournait mal là.